Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine santé. On parle aujourd'hui des implants cochléaires. Véritable oreille artificielle, c'est la technique la plus moderne contre la surdité sévère. Son fonctionnement repose sur une idée, stimuler directement les cellules nerveuses grâce à un implant électronique. Alors à qui peut être proposé cet appareil? Qu'est-ce qu'il change pour les malades? On en parle avec nos spécialistes. J'ai le plaisir d'accueillir Jocelyne Blin, porteuse d'implants cochléaires. Bonjour. Professeur Jean-Pierre Lavieille, chef du service d'ORL et chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital Nord. Bonjour. Bonjour. Docteur Arnaud Devez, chirurgien ORL à l'Hôpital Nord de Marseille et maître de conférences universitaires. Bienvenue à tous. Bonjour. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qu'un implant cochléaire? En fait, dans le nom, il y a la cochlée, donc cette partie de l'oreille interne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, professeur Lavieille, un peu de quoi il s'agit? En fait, c'est relativement simple. Le son arrive normalement par l'oreille et un schéma d'oreille, et donc doit arriver à travers tout un système mécanique de transmission. Là, l'implant cochléaire va court-circuiter absolument toute cette zone qui ne marche pas pour aller stimuler directement l'oreille interne et au sein de l'oreille interne, stimuler le départ des fibres du nerf auditif. Donc on va mettre des électrodes, au lieu d'avoir de l'acoustique, ça sera de l'électricité, avec des électrodes qui vont stimuler les neurones du nerf auditif et qui vont envoyer directement un message au cerveau. Donc en fait, quelle est la différence entre un implant cochléaire et un appareil auditif, disons classique, Arnaud Devez? L'implant cochléaire, en fait, c'est indiqué lorsqu'il n'y a plus de cellules auditives au sein de la cochlée. L'appareil auditif est utilisé quand les cellules auditives sont, on pourrait dire, fatiguées au niveau de la cochlée. Il n'y en a plus assez pour stimuler suffisamment. On va augmenter l'information sonore avec une prothèse auditive. En fait, c'est la cochlée qui ne marche pas C'est la cochlée qui ne marche pas. Ce sont les cellules de la cochlée, les cellules qui stimulent le nerf auditif, qui sont soit déficientes, soit mortes du fait de maladies ou d'un vieillissement accéléré. Alors à qui s'adressent ces implants? Donc aux personnes qui sont atteintes d'une surdité, on peut dire plus profonde, c'est pas une surdité légère. Non, c'est une surdité déjà avancée, qu'on qualifie de sévère ou de profonde, avec un retentissement très net sur leur compréhension de la voix, sur la compréhension des mots et leur qualité de vie. Donc on proposera un implant cochléaire lorsqu'il n'y a plus aucune autre possibilité de suppléer à leur déficience auditive. C'est un peu en dernier recours un petit peu. Alors c'était en dernier recours initialement lorsque ça a été développé, et de plus en plus, on va adresser les implants cochléaires à des patients de moins en moins sourds. On s'est rendu compte, grâce au progrès des biotechnologies, que l'implant cochléaire pouvait nettement améliorer des patients avec une surdité moins sévère. Donc c'est important d'adresser les patients plutôt vers les ORL spécialisés. Alors Jocelyne Blin, vous portez un implant cochléaire depuis 8 mois. Pourquoi vous êtes-vous tournée vers cet implant? Vous n'entendiez plus, c'est ça? Oui, j'ai été envoyée à l'hôpital Nord de Marseille par l'hôpital d'Aix suite à un audiogramme qui s'est révélé évidemment désastreux. L'audiogramme, c'est quand on mesure ce que vous entendez? Voilà, exactement. Et qui la perte auditive était vraiment trop profonde. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'hôpital Nord de Marseille. Alors qu'est-ce qu'il a changé pour vous cet implant? Beaucoup de choses. D'abord, d'entendre sa voix, que je n'entendais pas, d'accommoder, c'est-à-dire d'entendre les bruits extérieurs, les pas, les voix, les murmures, et évidemment d'entendre. C'est un bouleversement. Voilà, d'entendre autour de soi les gens parler, de comprendre désormais, de suivre les conversations, de pouvoir aller à l'université, de comprendre correctement. C'est une vie chamboulée. Oui, c'est une vie complètement différente. Alors je vous propose de regarder en images justement, après la pose d'un implant cochléaire, les patients doivent être suivis de près. Il y a d'abord les réglages de l'appareil, donc chez l'audioprothésiste, étape importante, mais aussi des cours d'orthophonie pour s'habituer à des sons jamais entendus. Reportage. Ce bruit, impossible de l'entendre pour Renée. À 35 ans, elle a commencé à perdre l'audition. Petit à petit, son oreille gauche ne fonctionne plus du tout et malgré un appareil auditif sur la droite, elle n'a que 10% d'audition. En fait, les cellules auditives de la cochlée se sont détruites progressivement. Il y a 6 mois, au cours d'une intervention, elle bénéficie d'un implant cochléaire. Il va capter le son et l'envoyer directement dans son nerf auditif. Le bas de l'appareil, c'est uniquement une batterie pour alimenter d'abord ce microprocesseur et l'implant interne qui est passif.
Le gain pour les implants cochléaires, il est énorme puisque l'indication d'un implant, c'est une cophose ou une surdité sévère à profonde, c'est-à-dire à peu près 80-90% de perte auditive. Et avec l'implant cochléaire, on arrive à une surdité définie comme légère, c'est-à-dire 25 dB, 20% de perte. Aujourd'hui, on vérifie les réglages de son implant. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est plus fort que tout à l'heure. Hein. C'est trop fort. Ouais. Mais du coup, vous parlez tout doucement. Hein, c'est votre époux qui est content. Ça fait vraiment trop fort. D'accord, je vais le laisser. Elle entend des choses qu'elle n'entendait pas avant. Ça, c'est une certitude. Bon, il y a le problème de parler fort. Ça, c'est très énervant parce que je suis toujours obligé de lui dire un ton en dessous, puis ça l'énerve. Donc, c'est un sujet de conflit. Mais l'implant, quand même, lui a apporté beaucoup de choses. Numéro. Cuisiner. Papillon. Jocelyne Blin a eu une maladie de l'oreille interne très jeune. Une opération n'a rien changé et son appareil auditif a de moins en moins pu l'aider. Elle a donc aussi été implantée il y a 8 mois. Aujourd'hui, l'orthophoniste fait un bilan pour savoir ce que l'implant lui a apporté. Concombre. J'entends coton. Champignon. Champignon. Haricot. Laitue. Chou. Maïs. C'est comme s'ils apprenaient une langue étrangère que leur cerveau doit décoder. Donc il y a une nécessité d'aller chez l'orthophoniste pendant au moins 1 an, au moins 2 fois par semaine, pour bien affiner ce qu'ils entendent et transformer les sons qu'ils entendent, qui ressemblent à rien, qui peuvent ressembler à des billes qui tombent dans un tuyau, à des coups qu'on donne sur une tôle. Voilà. Il faut qu'ils transforment ces bruits en paroles, en langage français, parce qu'on est en France, mais sinon il faut qu'ils le transforment en langue, dans la langue qu'ils ont l'habitude d'entendre. Mais quelle sorte de son sort de l'implant ? Certains le qualifient de métallique. Jocelyne appelle ça de la résonance. Avec l'implant, vous avez cette profondeur, vous entendez les gens s'éloigner, vous entendez les voix. Bon, vous entendez tous les bruits, par exemple le bruit de ma voix, je ne la connaissais pas. Tous ces patients n'ont qu'une envie, entendre. S'ils bénéficient d'un implant, ils seront suivis tout au long de leur vie. Sandrine a parfois l'impression de voir 2 personnes différentes lorsqu'elle retrouve l'audition. Il y en a qui nous disent, on a l'impression de voir la lumière enfin. Voilà, ils sortent de la nuit. Donc c'est extraordinaire. Voilà, c'est des patients qui sont très motivés et qui sont heureux d'être implantés. En fait, voilà, on a des gens heureux. Quand on les implante, ils sont heureux. Ils ont à nouveau une vie quotidienne normale. Ils peuvent aller faire leurs courses, ils peuvent conduire, ils peuvent... Voilà. Un changement qui a un coût. La prise en charge de l'intervention jusqu'à la rééducation peut représenter jusqu'à 20 000 € par malade. Alors justement, on parlait des coûts. Dans le reportage, on dit 20 000 €. C'est une fourchette plutôt basse, c'est ça si on peut dire. Finalement, le prix peut être un peu plus cher si ça comprend l'hospitalisation, etc. Est-ce que c'est la personne qui débourse ces 20 000 € au final ? Qui veut répondre ? Non, alors, effectivement, c'est une fourchette basse. Il faut savoir qu'en France, les ministères et les caisses de sécurité sociale se sont entendus pour que l'implant qui coûte 22 000 € au prix du marché, on va dire, soit remboursé partout dans tous les centres au même niveau. Le prix de 22 000 €, c'est l'implant lui-même. C'est l'implant lui-même auquel il faut rajouter tous les bilans avant. On a vu l'orthophonie, on a vu les tests auditifs, etc. Le coût de l'intervention également aussi, voilà, qui se fait de plus en plus en ambulatoire ou en chirurgie très courte, voilà, dont les prix baissent. Et, voilà. Et ensuite, tout le suivi, on a bien vu aussi la nécessité d'un suivi sur 1 an ou 2, hebdomadaire au départ. Voilà, donc c'est un coût, mais par rapport au coût sociétal,
on remet des gens vraiment dans la vie active, on les resocialise, je pense que c'est quand même bénéfice pour tout le monde. Et donc le patient, oui, s'il est pris en charge par la sécurité sociale, finalement, ça lui coûte rien ou très peu. Non, c'est pris en charge par la sécurité sociale et le bénéfice à attendre est complètement couvert par la société. Alors combien de personnes bénéficient de ces implants chaque année je crois que vous implantez une trentaine de patients dans votre service chaque année à l'hôpital Nord. Est-ce qu'au niveau national, ces chiffres augmentent ou pas ? Alors il y a à peu près 1 millier d'implants mis en place en France par an actuellement. Donc à peu près 50% chez les enfants. C'est une autre problématique plus complexe sur des enfants qui n'ont jamais entendu. Donc là, le suivi est encore beaucoup plus lourd, le diagnostic est plus difficile. Et 50% chez les adultes. On s'attend par contre à une très grosse augmentation du nombre d'implantés adultes seniors, on va dire, en France, du fait de l'allongement de la durée de vie, avec des surdités liées à l'âge ou des surdités génétiques qui vont être de plus en plus importantes chez les patients de plus en plus âgés. Ça date de quand ? Je crois que c'était en 1957, la première implantation, c'était en France. C'est ça, on est un peu les précurseurs dans ce domaine ? Oui, l'idée française initialement, l'idée de stimuler directement l'oreille interne avec de l'électricité à l'époque, c'était français. Ça a été un peu développé ensuite aux États-Unis pour revenir ensuite en France, donc on peut être fier de ce qui a été fait. Mais c'est vrai que ça date des années 60, en gros en pratique, et que l'utilisation plus commune de l'implant cochléaire aujourd'hui date des années 85-90, et que la formalisation est aujourd'hui un état de fait. Alors il faut dire que l'implant en fait ne restaure pas quand même l'audition normale, c'est ça, c'est un plus, mais justement qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Encore aujourd'hui, vous devez décoder des sons, c'est ça, Jocelyne Blin ? Oui, mais que ce n'est pas une voix naturelle. On entend bien, mais c'est un autre son que je ne saurais d'ailleurs pas qualifier, qui ne me dérange pas, on s'habitue très bien, mais c'est un autre son. On entend bien sûr le bruit de l'eau, je suppose comme les autres l'entendent, mais le bruit des voix, non. C'est différent. Ça doit représenter une révolution quand même pour les patients, pour vous qui les voyez au quotidien. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Jocelyne ne dit pas qu'elle est retournée à l'université grâce à l'implant cochléaire. Je pense que c'est la meilleure des démarches. Les patients, outre l'isolement sensoriel que représente la surdité, là on a dépassé ce cap. On n'est plus dans la suppression de l'isolement, on est dans la réinsertion socio-professionnelle pour des patients plus jeunes. Donc on ne normalise pas l'audition, mais on permet d'avoir une discrimination, une compréhension des mots suffisante pour que les patients soient réinsérés. C'est une renaissance sensorielle. De toute façon, le patient après n'est pas lâché dans la nature. On l'a vu, il y a un suivi très poussé. Au départ, je crois que c'est tous les mois, puis tous les 3 mois, ça s'espace. Oui. On va vous régler en fait cet implant, c'est ça, pour qu'il puisse capter au mieux les sons ? Oui, en fait, on règle l'implant selon la capacité d'audition. On dit que c'est faible, c'est trop fort, et c'est comme ça qu'on règle l'implant qui monte en puissance à chaque fois. Jusqu'à ce que la puissance soit au top, je suppose. J'en suis encore pas là. Alors, comment se passe l'intervention ? On a vu, donc on implante en fait une électrode dans l'oreille, c'est ça ? Exactement. Enfin, je ne sais pas si on peut la voir à cette taille-là. C'est une petite électrode. La taille d'un ongle, en fait, finalement. La taille d'un ongle, à peu près, qui va s'enrouler dans la cochlée. On voit peut-être un petit peu l'enroulement. Ça, c'est implanté au niveau de la cochlée. Voilà, on voit sur une radio, on voit le petit enroulement de l'électrode qui est toute blanche au sein de la cochlée, qui est enroulée dans la cochlée, et la partie externe qu'on voit sur la radio, qui est implantée sur le crâne, sous la peau, qui permet de transmettre les sons à cette partie implantée, qui va stimuler le nerf auditif. Et donc à l'extérieur, les patients portent ce dispositif qui est un capteur de son et la batterie, plus le microphone, et une antenne qui communique avec les parties implantées. Donc c'est petit en fait finalement comme objet. C'est assez petit et ça tend encore à diminuer, puisque les dernières avancées de cette année font que bientôt les patients n'auront plus que ce petit bouton sans avoir ce contour d'oreille. D'accord, donc on voit d'ailleurs, on ne le voit pas chez vous, que vous portez un implant, c'est très discret, c'est très bien... Oui, et même sur des cheveux très courts, je crois que ça ne se remarque pas, non. Alors c'est une intervention qui est délicate, ça se fait sous anesthésie générale, c'est ça ? Comment ça se passe ? C'est une intervention
intervention qu'on peut qualifier de délicate, puisqu'elle doit être minutieuse, mais ça reste une intervention qui est une intervention classique pour des équipes qui sont habituées à la chirurgie de l'oreille. Alors, anesthésie générale, bien évidemment, parce que c'est assez sensible pour l'oreille. L'intervention dure environ 1 heure, et comme vous l'a dit M. Lavieille, ça se fait de plus en plus en chirurgie ambulatoire. Donc là, on voit une image. Donc là, justement, c'est la pose de cet implant. C'est le positionnement de la partie qui est sur l'os avec le porte-électrode. Et le petit trou qui est ici, c'est la cochlée. Et on va insérer l'électrode dans la cochlée pour permettre la stimulation du nerf. Donc ces opérations, elles se font partout en France ou pas forcément, ça, Jean-Pierre Lavieille? Non, elles se font dans une vingtaine de centres universitaires qui ont été agréés, parce qu'il faut non pas un chirurgien, je dirais c'est presque la partie la plus facile, mais il faut toute une équipe d'audiophonologistes, d'orthophonie, etc. Donc ce sont que des gros centres qui peuvent avoir les bonnes indications et le suivi et la rééducation des patients. Alors là, on voit une image, donc là c'est encore l'électrode qui est placée... qui s'enroule dans la cochlée. La cochlée. Et qui va stimuler l'ensemble des terminaisons nerveuses du nerf. Il faut savoir que les extrémités d'électrode, c'est à peu près de 0,4 à 0,6 mm, c'est-à-dire 400 à 600 microns de diamètre. Est-ce que c'est des implants qu'on garde à vie après, ou s'il faut les changer, ça se passe comment? Arnaud Devez. En théorie, on peut les garder à vie. Alors on estime que la durée de vie de l'implant est d'au moins une quinzaine d'années, mais la réimplantation ne pose pas de problème. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de sujet âgé, c'est un problème qui se pose moins. Pour la chirurgie pédiatrique, c'est très particulier, donc cette réimplantation est anticipée. D'accord, mais il y a une durée de vie d'une quinzaine d'années. Au moins une quinzaine d'années, voire plus, puisque les parties externes peuvent être changées. Donc l'idée, là, on l'a vu un petit peu avec ces vidéos, c'est de stimuler directement en fait, les terminaisons nerveuses de l'oreille avec un message électrique, en fait, c'est ça? C'est un message électrique et c'est pour ça qu'il faut apprendre au cerveau à recoder cette information électrique, tout comme il pourrait apprendre une langue étrangère. C'est un peu ce que vous a dit notre orthophoniste, c'est un peu ça. C'est un peu des sons différents, il va falloir recoder ces sons en fonction du signifiant du son, c'est-à-dire une table, une chaise, une voiture, un plateau de télé, ça peut être des informations comme ça. Justement, ça se passe comment pour vous, Jocelyne? Vous êtes suivie par une orthophoniste. C'est des sons que votre cerveau n'arrive peut-être pas forcément à intégrer au départ. Donc pour vous, ça ne doit pas être évident de les comprendre? Oui, en fait, j'ai eu l'impression que tout de suite, je comprenais. Alors, quand je vais chez l'orthophoniste et qu'on essaye de me tester par mots, je comprends pas toujours, Mais autrement, non, j'ai toujours eu l'impression de tout comprendre sans problème. Et ces séances d'orthophonie, elles ont quel but, Jean-Pierre Lavieille? L'idée, c'est se familiariser avec des sons qu'on a qualifiés peut-être de métalliques un petit peu et qui sont parfois compliqués à interpréter, quoi, c'est ça? C'est tout à fait ça. Il faut redonner l'image à un nouveau son. Et la difficulté pour beaucoup de patients est de comprendre des mots séparés, en dehors d'un contexte. Dans une phrase, à partir de la moitié des mots connus, on refait le sens de la phrase. Et l'idée de l'orthophonie, c'est de forcer les gens à avoir des meilleures performances, parce que la mémoire des mots est extrêmement importante pour la pensée, et en particulier pour le vieillissement cérébral, le vieillissement cognitif, il faut connaître les mots. Et c'est ce réentraînement qui permet de maintenir en fait un cerveau en bonne activité et de prévenir des démences, par exemple. Ce qui est plus difficile, justement, pour vous, c'est dans un contexte où il y a du monde et quand vous entendez un brouhaha, de distinguer en fait chaque voix. C'est ça qui est un petit peu compliqué au départ? Non, je n'ai pas eu vraiment de difficulté à identifier les mots, même dans le bruit. Je reviens sur les orthophonies, c'est ça la difficulté, c'est de comprendre un mot isolé. Et on a tendance à dire, oh ben non, ça va, je comprends, je reconstitue. En fait, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller voir l'orthophoniste et accepter de réapprendre les mots qu'on a l'impression qu'on connaît, mais qu'en fait, on ne connaît pas. Alors, il existe plusieurs fabricants d'implants. Comment faire son choix parmi tous ces implants? Vous en proposez plusieurs. Ça marche comment? Il y a 4 principaux fabricants d'implants, dont une des marques est française, donc il faut dire Cocorico. Voilà, là on voit justement des implants. Voilà, on voit différents types d'implants. Alors, on peut proposer aux patients qui va surtout être intéressé par la partie extérieure.
peut-être un côté un peu cosmétique. En ce qui concerne la partie implantée électrode, il y a très peu de différence de performance sur ces implants. Donc on va choisir en fonction des habitudes du chirurgien, de la facilité ou non de mettre une implantation et des difficultés anatomiques, parce que certains patients, comme Madame Blin, avaient une oreille interne un petit peu compliquée à opérer, donc on va choisir une électrode peut-être plus simple à placer. Ça, c'est une problématique technique, mais aux patients, on peut proposer, leur montrer les processeurs et leur dire voilà, ça va être cette marque, ça va être plutôt comme ça, cette marque, ça va être plutôt ceci. Ensuite, en fonction du caractère bilatéral de la surdité, ce qui est souvent le cas, est-ce que la prothèse peut s'adapter à ce type d'implant-là? On va pouvoir choisir une marque ou une autre en fonction des compatibilités. Et on ne l'a pas dit, mais pour le chargement, il y a une batterie qu'il faut charger, c'est ça? Le soir, vous branchez votre batterie et le matin, voilà, elle est chargée, quoi. Vous voilà, avez, tout simplement. J'ai 2 batteries et je charge. Et pour téléphoner, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile de téléphoner? Bon, oui, pour téléphoner, alors sur l'appareil, il y a 2 points, deux points où on allume et l'autre où c'est la boucle magnétique qui fonctionne. Et quand on appuie sur la boucle magnétique, on entend le téléphone. On entend aussi au cinéma de cette manière-là. Ou si chez vous, vous avez mis la boucle magnétique, eh bien, elle sert pour cet usage. Un apprentissage, finalement, après les codes à trouver. Oui. Mais avec la boucle magnétique, alors là, vous entendez tout. Ça. Alors on a dit tout à l'heure, on a parlé des enfants, donc je sais que ça se fait à l'hôpital de la Timone. Chez les petits, ces implants ont l'avantage en fait de favoriser le langage, c'est ça, donc il y a tout un apprentissage, tout se fait en même temps. Ça doit être assez fascinant, quoi, ce qui se passe chez les enfants. Oui, alors, il est vrai que sur Marseille, il y a 2 centres d'implantation, puisque le public est extrêmement différent. Il y a des enfants à l'hôpital de la Timone Enfant, chez le professeur Triglia, et l'hôpital Nord pour les gens adultes. Le vrai problème chez l'enfant, c'est que souvent les enfants ont des surdité congénitales, c'est-à-dire n'ont jamais entendu. Et à ce moment-là, le langage ne peut pas se développer. Donc il est urgent de dépister la surdité, au moins de troubles d'acquisition du langage ou de troubles de comportement, pour dépister et implanter le plus tôt possible pour favoriser leur développement du langage. Et donc ça pour dépister, il faut passer des audiogrammes justement, par exemple? C'est plus compliqué qu'un audiogramme chez l'adulte, c'est des tests de comportement souvent chez l'enfant. Ça doit se faire de manière obligatoire maintenant de par la loi à la maternité, avec des appareils qui font un dépistage automatique. Et en cas de résultat négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction de l'enfant, à ce moment-là, on fait un dépistage adapté à l'âge de l'enfant. À partir de quel âge? Est-ce que même chez les tout petits, on peut détecter quand il ne réagit pas forcément quand on... Les tests à la maternité sont faits normalement au 3e jour ou à la première semaine. Donc déjà là, on peut dépister en partie les surdités et puis on fera d'autres tests de plus en plus pointus pour analyser plus finement le déficit et permettre l'implantation et l'acquisition du langage. Alors les implants cochléaires peuvent être proposés aux personnes souffrant d'acouphènes aussi, on ne l'a pas dit. Justement, un chercheur du CNRS travaille au sein de votre service sur ce sujet, il nous explique, écoutez. Je m'intéresse au mécanisme des acouphènes, mais de manière plus générale au mécanisme du cerveau et à la plasticité du cerveau. Et les acouphènes m'intéressent car ils seraient le résultat en fait d'une plasticité du cerveau après une perte auditive. Donc mon métier en fait c'est de faire de la recherche donc, sur les causes, les mécanismes des acouphènes à la fois chez l'homme et chez l'animal et de proposer des thérapies potentiellement efficaces pour supprimer, réduire les acouphènes. Un acouphène c'est toute perception auditive perçue en l'absence de stimulation acoustique dans l'environnement. Les implantés cochléaires ont très souvent en fait, des acouphènes, donc ça c'est une première chose. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant l'implant, c'est 80% des sujets ont des acouphènes, ils sont sourds profonds. Et donc après l'implantation, en général ces sujets ont toujours des acouphènes, mais les acouphènes sont réduits. Donc ça c'est intéressant, donc d'une part pour comprendre les acouphènes, et pour comprendre pourquoi en fait, les acouphènes ont été modulés à la baisse. Donc pour étendre éventuellement cette compréhension au sujet entendant. Les acouphènes, un sujet dont on aura l'occasion de reparler dans cette émission. Alors l'avenir pour les implants cochléaires, c'est quoi? Donc beaucoup plus d'implantés. Est-ce que vous avez des objectifs justement chiffrés par exemple?
Alors, non, il est difficile de chiffrer précisément, on ne va pas en parler. Il y a deux façons de voir l'avenir. Un, sur la plante technique, avec des implants de plus en plus implantés, de plus en plus discrets, voire totalement implantés sans processeur externe. Ça, je pense que dans les années très proches, ça va venir. Et puis d'autre part, surtout, c'est implanter beaucoup plus de gens adultes, seniors, qui ont réellement besoin d'un implant cochléaire parce qu'ils perdent l'audition, mais ils perdent leur socialisation. Et on a beaucoup de gens âgés, dépressifs et complètement isolés. Et c'est remettre ces gens dans la vraie vie et leur permettre de prévenir beaucoup de démences, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, qui sont... L'ensemble des démences, en fait, est aggravé par la gravité et la surdité. Donc c'est un problème de santé publique. Alors pour contacter votre service à l'hôpital Nord, vous pouvez écrire donc à l'adresse qui s'affiche ou téléphoner donc au 04 91 96 70 85. Plus d'informations aussi sur un autre site internet qui est bien fait, donc www.implant-cochléaire.com, il s'affiche aussi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire et poser vos questions à l'adresse qui s'affiche ou sur les réseaux sociaux en tapant C'est la santé. Très bonne journée à tous.